rotateurs et ici le câble des rotateurs. Alors, les ruptures de la coiffe des rotateurs, elles peuvent répondre principalement à deux grandes causes. La première d'entre elles, ce sont les causes intrinsèques ou les causes métaboliques. Et la seconde, ce sont les causes extrinsèques, c'est-à-dire finalement toutes les structures, toutes les choses qui peuvent aller entraîner un conflit sur la coiffe des rotateurs. Et donc, on va retrouver ici toutes les causes de conflit que vous connaissez déjà. Alors, parmi les causes intrinsèques, l'âge joue un rôle évidemment. Plus le sujet avance en âge, plus le risque de lésions dégénératives de la coiffe augmente progressivement. Le sexe, on a plus de lésions chez l'homme que chez la femme. Il y a des facteurs vasculaires qui sont également à prendre en compte. Et Laure et Uthoff ont décrit en 1990 la présence de zones hypovasculaires dans la partie distale du supraépineux qui correspondrait donc finalement à une zone de faiblesse. Alors, ces constatations ont été depuis un petit peu remises en cause. L'hypercholestérolémie également, qui pourrait jouer un certain nombre de facteurs génétiques, et puis surtout des facteurs cellulaires et extracellulaires qui vont entraîner progressivement des modifications de structure du collagène dans les tendons de la coiffe des rotateurs, aboutissant à un phénomène de vieillissement du tendon. Et progressivement, ce tendon va perdre ses capacités élastiques. Et du fait de cette perte des capacités élastiques, on va voir se produire une ascension progressive de la tête humérale et un conflit sous-acromial secondaire. Les causes extrinsèques, eh bien, c'est toutes les causes de conflit de l'épaule, avec en premier lieu, évidemment, le conflit sous-acromial antéro-supérieur. C'est un conflit qui a été décrit en 1972 par Neer, et c'est un conflit qui va se produire entre la coiffe antéro-supérieure, ici vous avez le supraépineux et ici le subscapularis, et tous les éléments qui sont situés en amont de cette coiffe, à savoir l'acromion, le ligament acromio-coracoïdien, l'articulation acromio-claviculaire, et la bourse séreuse sous-acromiale. Alors, ce conflit antéro-supérieur, eh ben, lorsque vous en suspectez un, il va falloir rechercher toutes les anomalies qui sont susceptibles de le provoquer. En premier lieu, évidemment, une arthrose acromio-claviculaire, comme ici, qui évidemment peut retentir sur la coiffe, une hypertrophie de l'insertion acromiale du ligament acromio-coracoïdien, que vous voyez chez ce patient qui a d'ailleurs également une arthrose acromio-claviculaire et une petite bursite. Il faudra rechercher un os acromial accessoire. Et puis surtout, il faudra préciser quel est le type, quelle est la morphologie de l'acromion. Alors, dans ce domaine, l'élément le plus important, le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle l'angle critique de l'acromion, ou le critical shoulder angle, qui en fait est un angle qui permet d'avoir une idée de la longueur de l'acromion. Je vous rappelle que sur l'acromion va s'insérer le deltoïde. Le deltoïde va s'insérer sur le versant latéral de l'acromion. Et que ce deltoïde, lorsqu'il va se contracter, eh bien, il va exercer sur l'humérus une force résultante qui est de nature mixte, c'est-à-dire qu'il y a deux composantes. Premièrement, une composante ascendante et d'autre part, une composante qui est médiale, une composante médialisante. Alors, plus l'acromion est long, plus le deltoïde s'insère latéralement et plus la composante ascendante est forte, alors qu'au contraire, la composante médialisante va être faible. Donc, cette force ascendante prédominante, va entraîner un rétrécissement de l'espace sous-acromial et donc ça va retentir sous la forme d'un conflit sous-acromial et d'un ralentissement sur le tendon supraépineux. À l'inverse, si vous avez un acromion court, eh bien, le deltoïde s'insère assez médialement et la force résultante est plutôt une force qui va être médialisante alors que la composante ascendante sera faible. Et donc, cette composante médialisante va entraîner une compression de l'articulation, une hyperpression dans l'articulation, et ça va déboucher au contraire sur une lésion de type plutôt arthrosique, mais qui va plutôt préserver la coiffe des rotateurs. Donc, vous voyez que la longueur de l'acromion est un élément essentiel. Plus l'acromion est long, plus le retentissement sur la coiffe est important. Plus l'acromion est court, plus
l'atteinte va être plutôt articulaire. Alors, pour apprécier la longueur de cet acromion, on a un angle qu'on appelle l'angle CSA. On va le tracer en traçant deux droites. La première qui va joindre le bord supérieur et le bord inférieur de la glène, et la seconde qui va joindre le bord inférieur de la glène au bord latéral de l'acromion. La valeur moyenne de cet angle, c'est 33 degrés. Et au-delà de 35 degrés, eh bien, statistiquement, il y a plus de lésions de la coiffe des rotateurs. Et à l'inverse, au-dessous de 30 degrés, plus de lésions articulaires gléno-humérales et moins de lésions de la coiffe. Alors, il y avait un autre élément qui avait été avancé par Bigliani et Morrison, qui avait précisé sur les clichés de profil, donc sur le profil de coiffe, la forme constitutionnelle de l'acromion. C'est la fameuse classification de Bigliani et Morrison, qui avait classé l'acromion en 3 stades d'agressivité croissante. Donc, le stade 1, donc c'est sur l'image en Y, si vous voulez, de la scapula. Le stade 1 est un acromion plat, le stade 2 un acromion concave, et le stade 3 un acromion crochu. Évidemment, on peut imaginer que cet acromion crochu, qui correspond en fait plutôt à une ossification du ligament acromio-coracoïdien, peut être un élément de conflit sous-acromial. Alors, cette classification est un petit peu moins utilisée maintenant et on préfère effectivement la longueur de l'acromion sur le cliché de face. Alors, évidemment, lorsqu'on suspecte un conflit antéro-supérieur, et évidemment, j'insisterai au cours de cet exposé sur l'importance de la clinique, toujours pensez à examiner vos patients, ça peut vous sortir de situations parfois difficiles lorsque vous avez un doute. Il faut examiner le patient, il faut savoir faire les tests cliniques. Alors, pour rechercher un conflit antérieur, un conflit antéro-supérieur, plus exactement, vous avez 3 tests qui sont le test de Neer, le test de Yoakum et le test de Hawkins. Alors, ces tests vous permettent uniquement, attention, de rechercher des signes de conflit antéro-supérieur. Par contre, ce ne sont pas des tests spécifiques d'une atteinte lésionnelle, l'autre de la coiffe des rotateurs. Alors, on pourrait y revenir tout à l'heure peut-être, je ne vais pas vous les détailler parce que ça ferait un petit peu détailler tous les tests, mais sachez qu'il en existe 3 et on pourra éventuellement les détailler lors des questions. Le deuxième type de conflit, c'est le conflit antéromédial. C'est un conflit qui met en jeu le processus coracoïde d'une part et le tubercule mineur d'autre part et la tête humérale, lorsqu'il existe notamment une hypertrophie du processus coracoïde ou un rétrécissement de l'espace coraco-huméral, ce conflit va retentir sur le tendon subscapularis. Donc, ce conflit, évidemment, est moins fréquent que le conflit antéro-supérieur qui représente la grande majorité des conflits. Le troisième conflit, c'est le conflit glénoïdien postéro-supérieur. C'est un conflit qui a été décrit par Walsh en 1992 et c'est un conflit qui va se produire dans certaines activités et dans certains mouvements. C'est un conflit qu'on va retrouver lors de la position d'armée du bras, avec certains sports, par exemple, demandent de faire très souvent des mouvements d'armée du bras, par exemple le service au tennis, le volley. Et lorsque l'on met ce bras en position d'armée extrême, eh bien, on peut avoir un conflit entre le rebord postéro-supérieur, le rebord postérieur de la glène, le tubercule majeur et la face profonde de la coiffe des rotateurs, en particulier le supraépineux et éventuellement l'infraépineux. Et ce conflit peut déboucher sur une rupture ou une lésion de la face profonde de la coiffe des rotateurs. Enfin, parmi les causes extrinsèques, il faudra évidemment rechercher quel est le côté dominant. Est-ce que c'est l'atteinte, est-ce que l'épaule atteinte est l'épaule dominante ou l'épaule non dominante? Quelle est la profession du patient? Est-ce qu'il met en jeu souvent son épaule? Quelle est son activité sportive? Et puis le tabac joue également un rôle sur les lésions de la coiffe des rotateurs et tout au moins sur leur cicatrisation. Alors, il faudra vraiment, j'insiste encore, je vous ai mis une diapo spécifique parce que l'examen clinique, je vous ai dit, vraiment très, très important. Pensez à savoir faire les tests cliniques, on y reviendra tout au long de cet exposé. Alors, l'examen clinique est important et au terme de cet examen clinique, le chirurgien va établir ce qu'on appelle le score fonctionnel, le score de constant. C'est une fiche qui fait intervenir un certain nombre d'éléments fonctionnels, la douleur, le niveau d'activité quotidienne, à quelle hauteur le patient peut utiliser sa main sans qu'elle soit douloureuse,
la mobilité de son épaule, sa force musculaire. Et finalement, on va obtenir un total sur 100 points, que évidemment je ne vais pas vous détailler ici. Et cette fiche de constant, elle a l'intérêt de pouvoir être faite en préopératoire, mais également en post-opératoire, ce qui va vous permettre de comparer l'épaule à 2 stades, donc en pré et en post. D'autre part, c'est une fiche que vont utiliser à peu près tous les chirurgiens, en tout cas en France, et ça va donc leur permettre de suivre l'évolution et de comparer les résultats entre les différentes équipes. Alors, venons-en maintenant proprement parler à l'imagerie en couple, une fois tous ces rappels effectués. Alors, quels sont ces objectifs? Eh bien, il faudra préciser les caractères de la rupture, ce qui va permettre une prise en charge soit médicale, soit chirurgicale, la plus adaptée possible à la lésion donnée. Et aussi, évidemment, de dégager des facteurs pronostiques de récidive avant intervention chirurgicale. Alors, quand est-ce qu'on doit réaliser une imagerie complémentaire? Bon, évidemment, tous les patients vont avoir une radiographie simple, éventuellement une échographie. Nous, on pratique beaucoup d'échographie, évidemment. Mais quand est-ce qu'on va être amené à leur faire de l'imagerie en couple? Alors, je vous donne ici les recommandations de l'HAS qui datent de 2005 et qui vous dit que l'imagerie de seconde intention est envisagée en deuxième intention en cas du traitement médical, d'un traitement médical bien conduit ou chez un sujet plus jeune, chez un sujet de moins de 50 ans, parce qu'on va rechercher évidemment une pathologie autre, par exemple une pathologie de la coiffe des rotateurs, ou encore une pathologie de la coiffe des rotateurs, mais chez un sujet qui a moins de 50 ans, ben on sera plus tenté évidemment d'intervenir. Ou évidemment devant une lésion traumatique, parce que certaines lésions traumatiques, quel que soit l'âge, vont nécessiter une prise en charge plus rapide, voire même urgente. Alors, quelles sont les modalités d'examen? On verra l'arthroscanner et l'IRM, et on dira quelques mots sur l'arthro-IRM. Ces modalités, quelles qu'elles soient, doivent préciser 4 éléments principaux, que sont le type de la rupture, le degré de rétraction tendineuse, l'extension sagittale de la rupture et la qualité des masses musculaires. Alors, tout d'abord, le type de la rupture. Vous savez qu'il existe 2 types de ruptures. Il existe des ruptures partielles, c'est-à-dire non transfixiantes, c'est-à-dire ce sont des ruptures qui ne touchent pas toute l'épaisseur du tendon, et il existe des ruptures transfixiantes qui vont intéresser la totalité de l'épaisseur du tendon. Ça ne préjuge pas de l'étendue de la lésion dans la totalité ou non du tendon supraépineux. Par contre, ça préjuge de son épaisseur, c'est-à-dire est-ce qu'elle traverse toute l'épaisseur de la coiffe des rotateurs. Alors, tout d'abord, les ruptures partielles. Ces ruptures partielles, donc dites non transfixiantes, elles s'expliquent par le fait qu'on sait maintenant que les tendons de la coiffe des rotateurs présentent un aspect plurifasciculaire ou plurifibrillaire, c'est-à-dire qu'ils sont formés de plusieurs couches d'élasticité et de résistance différentes, et donc on peut tout à fait imaginer qu'une des couches va se léser alors que les autres restent continues. Donc, ce caractère plurifasciculaire des tendons de l'épaule explique évidemment la survenue de ces ruptures partielles qui n'ont touché qu'un seul faisceau. Alors évidemment, on ne va pas analyser tous les faisceaux des tendons. Globalement, on peut retenir qu'il existe 2 couches, 2 faisceaux ou 2 feuillets tendineux et cette disposition avec 2 feuillets ont permis à Henri Guérini de développer ce qu'il appelle la théorie des corps, c'est-à-dire qu'il assimile en fait le tendon de la coiffe des rotateurs à une structure formée de 2 cordes, une corde superficielle et une corde profonde, et qu'en fonction du siège de la lésion, corde profonde ou corps superficielle, eh bien, il va retrouver des lésions de la face profonde de la coiffe des rotateurs ou des lésions de la face superficielle. Alors, cette théorie des cordes, il l'avait développée en échographie, mais elle peut également être étendue à d'autres modes d'imagerie. Alors, vous pouvez avoir ainsi donc des lésions de la corde profonde, des lésions de la corde superficielle. Vous pouvez avoir un respect des 2 cordes, mais avec des lésions interstitielles, c'est-à-dire des lésions dans l'épaisseur du tendon, ce qu'on appelle également des clivages. Vous pouvez également avoir des associations lésionnelles.
C'est-à-dire, vous pouvez très bien imaginer avoir une lésion de la face profonde et une lésion de la face superficielle, mais qu'il n'y ait pas de communication entre ces deux lésions et que donc on se retrouve toujours devant le cas d'une rupture partielle, non transfixion. Vous pouvez également avoir des clivages ou des ruptures interstitielles qui s'étendent au feuillet superficiel ou à la corde superficielle et des lésions de clivage qui s'étendent à la corde profonde. Donc, vous voyez qu'on peut avoir toutes les associations lésionnelles possibles. Ces ruptures partielles, elles démarrent en général à la partie antérieure du supraépineux ou à la jonction avec l'infraépineux. Donc, vous voyez que c'est en général le supraépineux qui est le point de départ de la lésion. Difficile de dire si ça démarre plutôt en intraduonineux, plutôt en superficiel ou plutôt en profond. Certaines études ont tendance à dire que les ruptures profondes sont légèrement supérieures, mais elles sont parfois contredites par d'autres études qui pensent que les ruptures superficielles sont plus fréquentes, voire même certaines études pensent que les ruptures intratendineuses ou les ruptures interstitielles sont plus fréquentes. De toute façon, quel que soit le point de départ, ces ruptures vont évoluer dans la très, très grande majorité des cas vers une extension progressive avec l'apparition d'une rupture transfixiante. L'évolution se fait lentement jusqu'à que le câble se rompe et à ce moment-là va apparaître la déstabilisation de l'épaule. Ce qui est important à savoir, c'est que ces ruptures et leur évolution ne sont pas toujours corrélées à la clinique et on peut voir des ruptures assez étendues qui ne sont pas vraiment symptomatiques. Alors, on va commencer par la rupture supraépineuse, puisque finalement, c'est le mode de départ de cette lésion. Et lorsque vous suspectez une rupture du supraépineux, eh bien, déjà, examinez votre patient, je répète, il y a une manœuvre qui est assez caractéristique de la rupture du supraépineux, et c'est la manœuvre de Job. Alors, pour réaliser la manœuvre de Job, on va détailler un tout petit peu parce que ça est vraiment très important, eh bien, vous mettez votre patient contre une porte ou contre un mur, vous lui demandez de lever ses bras à 90 degrés d'abduction, en légère antépulsion de 30 degrés, et vous lui demandez de mettre les pouces vers le bas. Vous lui mettez la main sur le poignet et vous lui demandez de tenter de lever sa main vers le haut. Et en règle générale, il n'y parvient pas, soit parce que ça provoque une douleur, soit parce qu'il n'a plus de force musculaire, parce qu'il y a une lésion du supraépineux. Donc, c'est une manœuvre évidemment très importante à réaliser. Vous voyez ici sur ce schéma donc, comment est réalisée la manœuvre. Ces schémas que je dois à Christian Dumontier, qui est d'ailleurs représenté ici, qui est un collègue chirurgien orthopédiste. Donc, ces ruptures partielles, eh bien, on en a ici une vue arthroscopique et ici, donc, sur ce film, cette vue arthroscopique que je dois à Didier Fontès. Vous voyez ici le tendon du long biceps, ici la tête humérale, et ici, vous voyez cet aspect très chevelu de la face profonde de la coiffe des rotateurs qui est complètement délaminée, cette rupture de la face profonde, et qui est inflammatoire avec cet aspect un petit peu rougeâtre que vous voyez sur cette face profonde. Les ruptures, donc, lorsqu'elles s'étendent, vont devenir transfixiantes et les ruptures transfixiantes sont caractérisées par une rupture concomitante de la corde profonde et de la corde superficielle. Donc, vous l'avez vu, elles touchent elles touchent le supraépineux, mais elles peuvent siéger également à la jonction supra- et infraépineux. Alors, on va distinguer donc les ruptures complètes, c'est-à-dire qui touchent toute l'étendue du tendon, des ruptures incomplètes. Vous voyez qu'il y a une dénomination qui est importante à ce niveau-là, puisqu'il ne faut pas mélanger une rupture transfixiante d'une rupture complète. Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. Ces ruptures transfixiantes, leur évolution, c'est de s'étendre d'une part vers l'arrière, vers le tendon infraépineux, et d'autre part vers l'avant, vers l'intervalle de coiffe et vers le tendon subscapulaire. Alors, reprenons notre rupture du supraépineux et examinons-la en arthroscanner et en coupe axiale. Alors, en coupe axiale, une coupe qui est vraiment essentielle, c'est la coupe qui passe par la partie supérieure de la tête humérale, la partie supérieure de l'épaule. Et vous avez ici une image qui est caractéristique, que l'on appelle l'image en cible. Alors, il faut bien examiner cette cible. Il y a un micro qui est allumé là, je crois. Il faut bien examiner cette cible. Vous avez, si vous la détaillez, vous avez ici la tête humérale, ici le cartilage de la tête, ici vous avez le produit de contraste qu'on en a injecté dans la cavité articulaire, et puis vous avez plus en périphérie
les tendons de la coiffe des rotateurs, avec ici le tendon du long biceps dans l'intervalle de coiffe. Et puis encore plus en périphérie, qui n'est pas représenté ici, vous avez évidemment le deltoïde. Donc ça, on est en vue axiale. Cette coupe vraiment est essentielle. Voici ici l'exemple d'une petite rupture partielle de la face profonde du supraépineux. Et vous avez votre cible, donc avec la tête humérale, avec le cartilage gléno-huméral. Vous avez votre produit de contraste. Vous avez votre tendon du long biceps ici dans l'intervalle de coiffe. Et vous avez ici cette image en flamèche ici qui correspond à l'interruption, en tout cas un aspect irrégulier de la face profonde du tendon supraépineux qui correspond d'ailleurs à la lésion que vous voyez tout à l'heure en arthroscopie. Donc, vous voyez, ici, vous avez une désorganisation de la cible au niveau de la face profonde du tendon supraépineux. Donc, c'est une coupe essentielle. Lorsque la rupture s'étend et qu'elle devient transfixiante, il y a évidemment un signe caractéristique. Ça, c'est le signe pathognomonique de la rupture de coiffe. En arthrographie, même avant de faire l'arthroscanner, vous avez évidemment l'opacification de la bourse séreuse sous-acromiale. Et quand vous avez ça, il faut traquer évidemment la rupture du tendon supraépineux. Alors, cette rupture du supraépineux, vous passez là par votre image de cible, vous voyez, et vous avez la tête humérale, vous avez le cartilage gléno-huméral, vous avez le produit de contraste injecté dans la cavité articulaire. Ici, vous avez le tendon du long biceps et vous avez ici le produit de contraste qui va se répandre, qui va dépasser les capacités de la coiffe et qui va se répandre partout dans la face profonde, dans la bourse séreuse sous-acromiale, sous la face profonde du deltoïde. Alors, en reconstruction, en coupe, en reformatage frontal, il faudra bien examiner, il y a une zone qu'il faut bien examiner, c'est la zone de jonction entre la tête humérale, ici, le bord supérieur du cône anatomique et le tubercule majeur, parce qu'avec le tendon supraépineux va vraiment s'insérer ici sur le tubercule majeur. Il va laisser juste un tout petit espace ici, qui est opacifié ici en vert. Et cet espace doit vraiment être parfaitement respecté. Vous voyez que là, il n'y a absolument aucun du produit de contraste ici injecté. Voilà, pardon, aucun des bords du produit de contraste à la face profonde du tendon supraépineux. Donc, en coupe coronale, vraiment, cette image que vous voyez ici en coupe anatomique, vous voyez, coupe anatomique, on voit très bien la limite, si vous voulez, du récessus latéral de la cavité gléno-humérale par la coiffe des rotateurs. Alors, vous avez ici une rupture partielle de la face profonde. Et vous voyez qu'ici, vous avez une anomalie, puisque vous voyez que le produit de contraste s'étend assez loin à la face profonde de la coiffe des rotateurs, qui est partiellement donc désinsérée. Vous voyez que ça ne respecte plus cette limite. Et vous avez ce produit de contraste ici. Vous avez d'ailleurs également des petites irrégularités ici de la face profonde de la coiffe des rotateurs. Ici, une rupture transfixiante où vous allez retrouver l'opacification massive de la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne. Et vous voyez le tendon qui est ici rétracté. On parlera tout à l'heure évidemment de la rétraction, mais vous pouvez faire le diagnostic évidemment très simplement de cette rupture de coiffe. En coupe sagittale, les coupes les plus importantes sont les coupes qui passent vraiment par la partie latérale de l'épaule et il faut vraiment aller très loin dans vos reconstructions. Vous voyez, il faut vraiment faire les reconstructions frontales sur le tubercule majeur, c'est-à-dire toutes ces coupes qui vont finalement de là jusqu'à là. Donc, faut vraiment tout examiner très en latéral. D'ailleurs, en IRM aussi, c'est la même chose. Alors, voici ici une rupture, la même rupture d'ailleurs, de la face profonde de la coiffe des rotateurs. Vous voyez, sur des coupes très, très latérales qui sortent quasiment de l'épaule, vous avez cette image ici d'addition qui correspond à la rupture partielle de la face profonde qui ne va pas s'étendre jusqu'au niveau de la bourse séreuse sous-acromiale. Lorsqu'il y a une rupture transfixiante, eh bien, vous avez l'opacification de la bourse séreuse que vous allez évidemment retrouver et la rupture transfixiante du tendon qui est évidemment très simple à mettre en évidence. Voici un exemple, par exemple, de rupture de la coiffe des rotateurs. Vous avez ici donc un patient qui est un patient de 35 ans, qui est un joueur de tennis et qui a cet arthroscanner. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cet arthroscanner? Eh bien, on va voir en
coupes, vous n'avez pas évidemment l'image de la cible puisque ces coupes sont trop bas situées, hein, et qu'on est déjà en plein dans l'articulation gléno-humérale, donc on ne peut pas examiner la cible sur ces images. Mais en reconstruction frontale, vous voyez que vous avez ce dépassement, ce franchissement ici de la ligne qui est ici, donc cette rupture partielle de la face profonde. Vous notez qu'il y a une chondropathie de la tête humérale ici, que vous avez ici cette chondropathie que vous retrouvez, et vous avez également une lésion du labrum. Alors, cette association lésionnelle, c'est-à-dire rupture partielle de la face profonde de la coiffe, lésion du labrum, lésion cartilagineuse, vont nous faire évoquer un mécanisme qui est le conflit glénoïdien postéro-supérieur, tel qu'il a été décrit par Walsh. Donc, je vous l'ai dit, c'est un conflit qui se produit dans les mouvements d'armée maximum, conflit entre le bord postérieur de la glène, le tubercule majeur, la coiffe des rotateurs, et qui va aboutir à une association lésionnelle d'une atteinte du versant profond de la coiffe des rotateurs, supraépineux voire infraépineux, remaniement du labrum postérieur et du rebord postérieur de la glène et chondropathie. Lorsque vous avez cette association lésionnelle, eh bien, vous portez d'une part le diagnostic de lésion de la coiffe des rotateurs, mais vous pouvez également évoquer un mécanisme lésionnel. Alors, voici un exemple. Vous voyez, on est sur l'image de la cible. Hein. Vous retrouvez votre image de cible ici. Vous voyez que vous avez cette rupture partielle de la face profonde que vous retrouvez également ici. Voilà. Et vous avez également ici une lésion, une fissure du labrum postérieur. Voilà, ces images, ces lésions nous avaient fait évoquer un mécanisme de conflit postéro-supérieur. Il devait vraisemblablement avoir également une lésion cartilagineuse. Je pense qu'il y a ici une lésion cartilagineuse. Vous avez également un petit corps étranger qui correspond vraisemblablement à un petit bout de cartilage qui a dû migrer ici. Ainsi, un autre cas, ce patient, donc 52 ans, il a ici une toute petite ulcération de la cible. Ici, en fait, c'est vraiment pas très, très évident. Donc, quand vous avez un doute comme ça, vous pouvez réaliser des clichés, une acquisition particulière qu'on appelle en position Aber, c'est-à-dire Aber pour abduction et rotation externe. Alors évidemment, elle est un petit peu difficile à analyser, cette position. On ne connaît plus très bien nos structures anatomiques, mais vous avez ici la partie supérieure de l'épaule, ici le tubercule majeur, ici le rebord postérieur de la glène, et vous avez ici l'insertion de la coiffe des rotateurs sur le tubercule majeur, l'insertion du supraépineux. Vous voyez que ici, là, vous avez ici une fissuration de la face profonde de la coiffe des rotateurs avec le feuillet profond ou la corde profonde et ici la corde superficielle. Donc, vous voyez que vous arrivez sur une lésion qui, a priori, n'est pas évidente, à démasquer des toutes petites lésions parce que vous détendez le tendon et que vous allez favoriser la pénétration de produits de contraste entre les deux corps. Voici donc une position Aber sur une vue anatomique. Et ici, une vue Aber, ici, vous voyez comment le tubercule majeur va rentrer en conflit avec le rebord postérieur de la glène. Vous voyez cet aspect un petit peu irrégulier du tubercule majeur, cette rupture de la corde profonde avec cette pénétration de produits de contraste entre les deux corps. Alors, ça, c'était pour l'arthroscanner. L'IRM, maintenant, évidemment, son avantage par rapport à l'arthroscanner, c'est qu'en théorie, il permet de visualiser toutes les ruptures partielles, c'est-à-dire aussi bien celles qui touchent la face profonde que celles qui touchent la face superficielle et les ruptures interstitielles. Toutes ces ruptures vont se traduire par un hypersignal du tendon et cet hypersignal peut donc toucher soit la face profonde, et dans ces cas, il faudra bien analyser et bien s'assurer de la persistance d'une corde superficielle, schéma qu'on doit à Henri Guérini, ou au contraire toucher le versant superficiel de la coiffe des rotateurs, et à ce moment-là, il reste une corde profonde, vous voyez, une corde profonde qui est parfaitement bien tendue ici, et cette rupture de la face superficielle va souvent s'associer à un épanchement dans la bourse séreuse. Enfin, voilà encore un autre exemple de rupture du versant superficiel. Et vous voyez qu'on a toujours cette corde profonde qui reste bien insérée. Et très souvent, un signe d'accompagnement qui va vous aider, c'est la présence d'un épanchement dans la bourse.
Enfin, l'IRM peut évidemment voir les ruptures interstitielles, ce qui ne permet pas de voir l'arthroscanner. Alors, dans ces cas-là, évidemment, eh bien, la corde profonde persiste, la corde superficielle persiste et vous avez un clivage intratendineux. Alors, voici ici deux exemples de ruptures partielles en IRM. Vous voyez, dans ces ruptures, ces clivages interstitiels que vous avez ici, vous voyez parfaitement en IRM, ou ici une rupture du versant superficiel, eh bien, évidemment, dans ce cas-là, comme dans celui-ci, l'arthroscanner sera rigoureusement normal, puisqu'il n'y a aucune communication avec la cavité gléno-humérale. Donc ça, évidemment, c'est la supériorité de l'IRM. Alors, parfois, il est difficile de se prononcer. Vous voyez, par exemple, ici, on a manifestement une anomalie de signal. On a l'impression qu'on a une corde profonde qui reste insérée. La corde superficielle, pas très facile de se prononcer. On a manifestement une petite lésion interstitielle. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une lésion superficielle interstitielle ou d'une lésion simplement interstitielle? Vous voyez que, alors, aidez-vous évidemment des reconstructions sagittales, mais c'est pas toujours des reconstructions axiales, mais c'est pas toujours évidemment évident. Dans les ruptures transfixiantes, le diagnostic est plus facile. Vous allez retrouver évidemment un hypersignal sur toutes les séquences en pondération T2 et cette fois-ci des deux cordes, corde profonde et corde superficielle, que vous retrouvez ici sur les reconstructions frontales, mais allez très loin également, comme en arthroscanner sur les reconstructions sagittales. Et vous voyez que sur les coupes axiales, vous pouvez également, les coupes les plus haut situées, reconstruire, comme tout à l'heure, votre cible avec la tête humérale. Ici, un contraste moins élevé, évidemment, avec le cartilage de la tête humérale. Dans ce cas-là, il n'y avait pas beaucoup de produits de contraste, donc il n'y avait pas ce silhouettage du produit de contraste. Vous avez les tendons de la coiffe des rotateurs ici et l'interruption du tendon avec la bourse séreuse sous-acromiale. Donc, examinez évidemment toujours ces coupes axiales les plus haut situées qui sont très intéressantes. Voici deux autres exemples de ruptures transfixiantes, ici et ici. Ici, une rupture de la partie tout à fait antérieure du supraépineux avec cette hypersignal et cette bursite. Alors, arthroscanner versus IRM, eh bien, vous le savez, l'arthroscanner est plus performant que l'IRM dans les toutes petites ruptures de la face profonde. Voici par exemple ici comment dirais-je, une coiffe qui paraît pathologique avec cette petite hypersignal sur la partie distale du tendon. Vous voyez qu'on n'est pas vraiment en mesure de conclure est-ce qu'il s'agit d'une tendinopathie, d'une rupture partielle, peut-être d'une petite rupture partielle profonde. On a l'impression qu'il y a une couche superficielle qui reste encore présente. Et vous voyez que c'est le même patient. Vous voyez qu'on voit parfaitement bien ici le dépassement, le franchissement de cette limite avec cette rupture, cette désinsertion partielle de la couche profonde. L'arthroscanner est également plus intéressant dans les clivages, enfin peut-être un peu supérieur à l'IRM dans les clivages qui vont communiquer, les tout petits clivages qui vont communiquer avec la face profonde. Et dans les toutes petites ruptures transfixiantes également, c'est intéressant. Vous voyez, chez ce patient qui avait manifestement cette rupture de coiffe avec ici un tendon supraépineux qui paraissait partiellement lésé. On n'est pas certain qu'il soit complètement rompu. On a manifestement une rupture de la face profonde. Peut-être la corde profonde est peut-être rétractée ici. Et en fait, le caractère transfixion n'était pas évident. Il a été retrouvé sur les coupes sagittales ici. Vous voyez, avec cette toute petite rupture à la jonction entre le supraépineux et l'infraépineux. Donc, évidemment, ça, c'est plus difficile à rechercher sur des coupes d'IRM. À l'inverse, évidemment, l'arthroscanner est moins performant que l'IRM pour les ruptures interstitielles et les ruptures isolées de la face superficielle, mais ça, c'est évident. Donc, vous voyez ici cette rupture du versant superficiel de la coiffe, évidemment, totalement méconnue sur une arthrographie. Il faudra l'arthroscanner pour retrouver ces ruptures. Ici, une autre rupture du versant superficiel, une désinsertion superficielle, un respect de la corde profonde. Et vous voyez que sur l'infiltration qui avait été faite, on avait injecté du contraste, il n'y avait aucun passage, puisque l'étanchéité de la face profonde est parfaitement préservée. Alors, deuxième élément à préserver, une fois que vous avez bien précisé le type de rupture, il faudra préciser le degré de rétraction du tendon. C'est essentiel parce que le chirurgien, quand il opère, eh bien, il va devoir ramener le tendon
Et plus le tendon est loin, plus il va avoir du mal à le suturer ou à le réparer sans tension. Et évidemment, ça risque de déboucher sur des échecs chirurgicaux. Alors, cette rétraction tendineuse, vous pouvez l'analyser au mieux sur des reconstructions frontales d'arthroscanner ou sur les coupes coronales d'IRM. Vous allez localiser le bout proximal du tendon en le situant par rapport à deux points qui sont très importants, qui sont le bord supérieur du col anatomique d'une part et le bord inférieur du col anatomique. Vous allez tracer deux verticales qui passent par ces points et vous allez localiser, vous allez diviser ainsi l'espace sous-acromial en trois. Ici, la partie distale, ici, la partie intermédiaire et ici, la partie proximale. Et selon le siège où vous retrouvez le bout proximal du tendon, eh bien, vous pouvez dire qu'il s'agit d'une rupture sans rétraction majeure, en tout cas avec une rétraction distale, une rétraction intermédiaire qui se situe aux alentours de l'aplomb de la tête humérale, ou une rétraction proximale lorsque le tendon est amené carrément au niveau de la glaine. Vous voyez que Pat avait classé donc la rupture ou la rétraction tendineuse en fonction de la rétraction du moignon par rapport à ces deux verticales. Voici trois exemples. Ici un stade 1, ici un stade 2 et ici un stade quasiment 3 de rupture. Il est évident que si vous voulez aller, si le chirurgien veut aller récupérer ce tendon, eh bien, il va devoir tirer dessus. Ce n'est pas évidemment évident à suturer. Alors, vous pouvez également classer la rétraction en fonction de la longueur de rétraction en centimètres. C'est ce qu'avait proposé Hellman. Vous voyez que dans les ruptures transfixiantes, qui classées en trois stades également, petites, grandes ou massives, en fonction du nombre de centimètres de la rupture, inférieur à 2 cm, entre 2 et 4 cm ou supérieur à 4 cm. Alors, comme corollaire à la rétraction tendineuse, eh bien, il faudra analyser la qualité du moignon. Plus le moignon est régulier, plus la réparation est meilleure. Évidemment, si vous avez un moignon qui est de mauvaise qualité, qui est amincé, effiloché, souvent clivé longitudinalement, eh bien, la réparation sera plus difficile. Et vous voyez que, par exemple, ici, on a un moignon relativement régulier, mais avec une rétraction importante. Ici, on a une rétraction importante avec un moignon qui est clivé, semble-t-il. Vous voyez que, alors attention, là, c'est le départ du long biceps, c'est le labrum supérieur, le départ du long biceps. Et vous voyez, le moignon, en fait, il est ici et il est clivé longitudinalement ici. Ici, vous avez un moignon dont la corde superficielle est modérément rétractée. La corde profonde est ici, mais par contre, le moignon est vraiment très clivé, très, très loin en médial. Vous voyez que toute cette zone, finalement, de tendon est pathologique. Troisième élément très important, on a vu donc le type de rupture, la rétraction tendineuse, la qualité du moignon. Élément très, très important, c'est l'extension antéro-postérieure ou l'extension sagittale de la rupture. À savoir, est-ce que la rupture du supraépineux s'étend en arrière vers l'infraépineux ou à l'extrême au teres minor, et est-ce qu'elle s'étend également en avant vers l'intervalle de coiffe et vers le tendon subscapularis. Donc ça, c'est vraiment très, très important à préciser. Alors, vers l'arrière, la rupture de coiffe va s'étendre sous différentes formes. Très souvent, elle s'étend sous la forme d'un clivage longitudinal. Alors, en IRM, on va bien voir le clivage à l'intérieur du tendon. En arthroscanner, on va voir le clivage s'il communique évidemment avec la face profonde, c'est-à-dire si finalement il existe une rupture de la face profonde du tendon infraépineux qui va permettre au produit de contraste de passer dans l'épaisseur du tendon. Alors vous avez ici un clivage longitudinal qui s'étend très très loin en dedans de l'infraépineux qui s'associe évidemment avec une désinsertion ici de la face profonde du tendon infraépineux et également, bien sûr, une rupture transfixiante du tendon supraépineux ici. Voilà ici l'équivalent. Vous voyez, le tendon infraépineux vient jusqu'ici. Il est manifestement désinséré ici et ça permet effectivement au produit de contraste de passer dans l'épaisseur de la coiffe. Il faudra examiner les coupes dans les trois plans et ici sur des coupes coronales postérieures, eh bien, vous voyez que vous avez ce clivage longitudinal qui s'étend assez loin dans l'infraépineux avec cette désinsertion, ici cette rupture de la face profonde de l'infraépineux.
La deuxième mode d'extension vers l'infraépineux, c'est la rupture complète, la désinsertion ou la rupture transfixion, avec, comme tout à l'heure, la possibilité d'un tendon qui va se rétracter, dont il faudra préciser l'étendue de la rétraction, ici en vue arthroscanner, ici en vue coronale d'IRM postérieure, avec cette rétraction très importante du tendon, et ici cette tête qui est complètement déshabitée en avant, ici, sur la face supérieure de la tête. Oula! Et à la face, à vos souhaits, et à la face postéro-supérieure. Alors, évidemment, la difficulté, je vous l'ai dit, c'est les limites avec… Attends, oui, 2 secondes parce que j'arrive pas à lui couper le micro. Ah, voilà, c'est bon. bon. La difficulté, évidemment, les limites entre le supraépineux et l'infraépineux, vous avez vu que cette limite était relativement difficile à déterminer, mais que même les chirurgiens ont du mal à la déterminer eux-mêmes. Alors, lorsque vous suspectez une rupture de l'infraépineux, que vous ayez un doute ou pas, n'hésitez pas à examiner vos patients et à rechercher des signes qui traduisent une défaillance, une perte des rotateurs externes, puisque l'infraépineux est un rotateur externe. Donc, il y a des signes qui permettent, des signes cliniques qui vous permettent de dire s'il existe ou non une défaillance de ces rotateurs externes. Alors, un bon signe, c'est le signe du portillon. En rotation externe, vous voyez, et paf, ça revient en rotation interne parce qu'il n'a plus rotateur externe. Je vous remets. Vous voyez, ça, c'est le signe du portillon. Vous avez une autre manœuvre qui est la manœuvre de patte. Vous demandez au patient de mettre le bras en élévation, rotation externe, en abduction à 90 degrés, et vous lui demandez de pousser contre votre résistance. Et s'il n'a pas de rotateur externe, évidemment, il ne pourra pas pousser parce qu'il y a une diminution de la force musculaire. Troisième signe, c'est le signe du clairon, mais ce n'est pas juste l'infraépineux. Le signe du clairon traduit en général une rupture associée de l'infraépineux et du teres minor. Vous demandez au patient de mettre la main à sa bouche et s'il n'a plus de rotateur externe, eh bien, il va être obligé, pour porter la main à sa bouche, pour boire par exemple, il va être obligé de lever son coude complètement, de mettre son bras en abduction à 90 degrés. Hop. Alors, la rupture peut également s'étendre vers l'avant et donc peut s'étendre vers le subscapularis. Alors, vers le subscapularis, il y a un signe qui est un signe extrêmement important, c'est vous ne devez pas retrouver de produit de contraste à la face profonde du subscapularis. En arthroscanner, vous ne devez pas avoir de produit de contraste au contact du trochin, et en IRM, vous ne devez pas avoir d'hypersignal. Le signe à rechercher, puisque les ruptures du subscapularis, elles vont démarrer en haut, puis elles vont s'étendre progressivement. Donc, il faut bien examiner les coupes les plus haut situées, celles où commence à s'individualiser la coulisse bicipitale, et vous allez rechercher du produit de contraste au contact direct de la corticale du tubercule mineur, comme ici. Normalement, vous voyez, lorsque vous avez un bon subscapularis, c'est bien pas de produit de contraste. Ici, on a une gouttière qui est déjà individualisée. Vous avez ici la corticale du tubercule mineur, ici le tendon subscapularis. Vous avez beau avoir une rupture de coiffe, vous voyez que votre susépine suprascapulaire, là, il est parfaitement respecté. Donc ça, c'est l'aspect normal. Voilà, là, l'aspect pathologique. Vous voyez que le produit de contraste va s'insinuer très loin en dehors, sous la face profonde du subscapularis. En reconstruction sagittale, eh bien, vous allez retrouver le même aspect. Vous avez ici le tendon du long biceps qui est ici. Ici, vous avez l'intervalle de coiffe et ici le subscapularis. Vous voyez que le produit de contraste va s'insérer ici sous la face profonde du subscapularis. Et même chose en reconstruction coronale. Donc, il faut regarder vraiment les coupes dans les trois plans, dans les trois espaces. Vous avez ici le tendon du long biceps et ici l'attache du tendon subscapularis. Et vous voyez que vous avez ici une lésion du subscapularis avec un aspect un petit peu délaminé du tendon et une rupture de la portion supérieure du tendon qui va même s'insérer ici sur la portion un petit peu plus basse. En IRM, c'est la même chose. Voilà ici cette rupture ici du tendon. Pardon, on va se remettre un petit peu en arrière. Voilà ici, vous commencez à individualiser ici voilà, la gaine bicipitale et vous voyez que vous avez une flaque, ou en tout cas pas une flaque d'Angoras, mais un hypersignal
au niveau du tubercule mineur et vous allez retrouver évidemment le tendon subscapularis ici. Vous l'avez ici sur la reconstruction frontale. La portion inférieure du tendon est ici. Et ici, sur les reconstructions sagittales, vous avez un tubercule mineur qui est complètement déshabité. Vous avez ici, à l'inverse, un patient qui a une rupture étendue de la coiffe des rotateurs. Il n'a plus de supraépineux, comme vous pouvez le constater. Il est ici, le tendon. Donc, c'est une rupture stade 3. Ici, vous avez un infraépineux qui est également en stade 3. Vous voyez qu'il est rétracté derrière la glaine. Il n'y a plus du tout de supraépineux et plus d'infraépineux. À l'inverse, vous avez un subscapularis qui est parfaitement normal ici, qui est complètement inséré sur le tubercule mineur. Vous voyez, comme vous avez un magnifique ici subscapularis ici qui s'insère sur le tubercule mineur. Vous voyez la face, examinez bien le versant superficiel, ici avec tous les feuillets tendineux, tous les fascicules tendineux, et ici en reconstruction sagittale. Ici, vous avez le tendon du long biceps, et ici, la partie supérieure du tendon subscapularis. Alors, cette extension vers le subscapularis, elle peut prendre trois formes. Ça peut être une fissure simple de la face profonde. Ça peut être une désinsertion, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a du contraste qui s'insinue à la face profonde du tendon, ou ça peut être une rupture transfixiante, comme ici, au niveau du tendon qui est rétracté en regard du col de la scapula. Il faut évidemment préciser l'étendue en hauteur de cette rupture du subscapularis. Est-ce qu'elle touche juste la portion la plus supérieure du tendon? Est-ce qu'elle touche la moitié du tendon? Est-ce qu'elle s'étend sur tout le subscapularis, sachant évidemment que la partie inférieure du subscapularis, même jusqu'à la partie moyenne, est une partie musculaire, alors que vraiment c'est la partie haute du subscapularis qui est une portion tendineuse. Donc, préciser évidemment l'étendue en hauteur de la lésion du subscapularis. Ici, un dossier qui appartient à Christian Dumontier. Vous avez ici, sur ces coupes, une toute petite lésion ici de la face profonde du tendon du scapularis. Vous voyez qu'elle est toute petite ici. Voilà. Ici, cette petite hypersignale chez ce patient qui avait cette rupture assez étendue de la coiffe des rotateurs. Lorsque vous suspectez une rupture du subscapularis, eh bien, lorsque vous avez un doute, même si vous n'avez pas de doute, d'ailleurs, n'hésitez pas, encore une fois, à examiner vos patients. Je vous l'ai répété tout le long de cet exposé, ça peut vous aider. Il faut aussi faire de la clinique. Il y a deux tests importants. Celui qui est le plus connu, c'est la manœuvre de Gerbert, qu'on appelle aussi le lift-off. Vous demandez au patient de mettre la main dans le dos et de décoller sa main du dos. Et s'il n'a plus de rotateur interne, eh bien, il ne pourra pas maintenir la position. Le bras va revenir et va se coller au dos. Il n'aura donc l'absence de la défaillance des rotateurs internes. Ou alors, vous lui demandez de pousser contre résistance. C'est exactement le même effet. Sachant que ce test est parfois douloureux chez les patients qui ont une rupture de coiffe. Donc, on lui préfère le belly press test, qui est un test dans lequel on va demander au patient de poser juste sa main sur le ventre en décollant son coude, et s'il n'a plus de rotateur interne, eh bien, il ne parviendra pas à décoller son coude, comme ici c'est le cas du côté sain. Vous voyez que le coude va revenir complètement vers le thorax. Alors, on a vu la rupture, l'extension de la rupture vers l'arrière, vers l'infraépineux. Plus rarement, évidemment, ça va s'étendre vers le teres minor, mais on a vu également la rupture vers le subscapularis. C'est entre le supraépineux et le subscapularis, je vous l'ai dit, à l'intervalle de coiffe. L'intervalle de coiffe, c'est un espace un petit peu complexe, qui est un espace qui est limité donc par le supraépineux en avant et par le supraépineux en arrière et par le subscapularis en avant. C'est un espace qui est constitué d'éléments ligamentaires essentiels qui sont d'une part le ligament coracohuméral avec ses deux faisceaux qui vont s'insérer respectivement sur la berge latérale et sur la berge médiale de la gouttière bicipitale. Le ligament huméral transverse qui va, avec le tendon du long biceps, donc qui va passer dans la gouttière, et avec le ligament huméral transverse qui va fermer, qui est une sorte d'expansion du subscapularis et qui va fermer la gouttière. Et puis, vous avez également un troisième ligament qui est le ligament gléno-huméral supérieur qui va venir jouer un rôle finalement de suspension du tendon du long biceps.
qui va soutenir le tendon du lombiceps en position dans la gouttière bicipitale. Et si bien que ce ligament, on l'appelle la poulie du lombiceps. Alors, voici ici une coupe chez un patient normal qui n'a pas de lésion de la coiffe des rotateurs. Vous avez ici donc en arrière le supraépineux, en avant le subscapularis. Vous avez ici le tendon du lombiceps. Vous avez un intervalle des rotateurs qui est parfaitement étanche. Et vous avez ici le ligament gléno-huméral supérieur qui constitue, vous voyez, cette fameuse poulie du biceps. Voilà ici en vue IRM, vous avez le supraépineux, le subscapularis et l'intervalle des rotateurs avec le ligament coraco-huméral qui est ici. Même chose ici, supraépineux, subscapularis, l'intervalle des rotateurs, le ligament coraco-huméral, le tendon du biceps et ici la poulie, c'est-à-dire le ligament gléno-huméral supérieur. Alors, lorsque la rupture progresse vers l'avant, eh bien, elle va toucher l'intervalle des rotateurs, elle va entraîner des lésions ligamentaires qui vont intéresser le ligament coraco-huméral, le ligament gléno-huméral supérieur, si bien qu'on va finalement avoir une déstabilisation et des lésions du lombiceps. Alors voici, je vous ai mis en vignette l'aspect normal, le tendon du biceps, le supraépineux, le subscapularis et le coraco-huméral ici. À l'inverse, ici, une rupture du supraépineux qui est ici et dont on voit qu'elle s'étend évidemment vers le subscapularis, mais également vers l'intervalle de coiffe. Vous voyez que toute cette zone est complètement déshabitée. Cette découverture, cette lésion de l'intervalle de coiffe, dont je vous l'ai dit, découvre le lombiceps qui va se retrouver finalement en première ligne sous le ligament acromio-coracoïdien, sous la voûte acromiale, et cela va être à l'origine de lésions du tendon du lombiceps, en particulier d'une tendinopathie du biceps, tendinopathie que vous devrez rechercher par un palm-up test, qui, même s'il n'est pas spécifique, peut tout à fait être un élément important. Vous demandez au patient de tendre le bras et de lever la main qui est en supination contre votre résistance, et ça va provoquer une douleur. Alors, ce palm-up test, il traduit la tendinopathie. Je vous dis, ce n'est pas très spécifique du lombiceps, mais c'est quand même intéressant. Et évidemment, elle peut évoluer dans un second temps vers la fissure et voire même la rupture avec la constitution de cette fameuse boule au niveau du bras. Alors, voici ici des vues arthroscopiques qui avaient été empruntées à Didier Fontes. C'était un patient qui avait donc une rupture de la coiffe des rotateurs. Pardon, attendez, on va mettre celui-là. Une rupture de la coiffe des rotateurs. Donc, rupture qui est ici avec cet aspect très chevelu ici de la coiffe. Vous avez la tête humérale qui est à l'extrême droite du cliché ici. Vous avez ici, vous avez le fil de suture. Vous voyez l'encre qui intervient. Il met un fil de suture. Il va suturer progressivement la coiffe. Ce geste de suture sera évidemment précédé par un geste d'acromioplastie. En tout cas, dans les ruptures qui ne sont pas trop étendues, vous voyez, une acromioplastie va fraiser ici l'acromion, sectionner le ligament acromio-coracoïdien. Et comme le tendon du lombiceps était douloureux et gênant, qu'il avait une tendinopathie, vous voyez, on a ici le tendon du lombiceps. Vous avez ici un aspect inflammatoire avec cette synovite autour du biceps. Et il va progressivement nettoyer ce lombiceps. Progressivement, vous voyez, on va avancer un peu dans le film. Voilà. Voilà. Et le traitement, il va consister simplement, lorsque le lombiceps est pathologique, il va constituer voilà, à rompre, à sectionner ce lombiceps. Vous voyez que progressivement, il va. Voilà. Voilà. Et paf, le lombiceps, à un moment donné, paf, voilà, il a claqué. Et donc, voilà, ça constitue une des formes du traitement pour éviter que ce lombiceps soit douloureux. Alors, le deuxième mode de lésion, c'est l'instabilité qui est liée à la défaillance du complexe ligamentaire. Cette instabilité, elle est liée principalement donc, à la rupture de la poulie et du biceps et elle va entraîner une luxation du tendon du lombiceps. Alors, voici deux cas cliniques. Un patient de 57 ans qui a une douleur et une impotence fonctionnelle. Alors, voici des images qui passent par la cible. On a une rupture de la face profonde, mais en vérité, on a déjà une rupture transfixiante. Vous voyez, la reconstruction sagittale montre bien une rupture transfixiante dont la corde supérieure, corde superficielle est rétractée ici. Vous avez ici le supraépineux.
La rupture s'étend très largement vers le tendon subscapularis, ici. Vous voyez que le tubercule mineur est complètement désinséré ici. Vous avez surtout, voilà, sur une reconstruction sagittale, le subscapularis avec ici du contraste, avec une rupture de toute la partie supérieure finalement du tendon subscapularis et surtout cette lésion de l'intervalle des rotateurs avec cette ptose du long biceps. Ici, on a une patiente, 58 ans, on a injecté du contraste avec un passage de contraste dans la bourse séreuse. Donc, manifestement, il y a une lésion, probablement de la coiffe des rotateurs. En fait, quand on regarde sa coiffe, eh bien, là, on est un peu plus bas que la cible, mais quand même, on peut l'imaginer. Vous voyez qu'on a un supraépineux qui est à peu près normal. Le subscapularis, en tout cas, sa partie supérieure paraît normale. On a un long biceps. En fait, la lésion, elle est juste ici. On a une petite lésion isolée donc de l'intervalle de coiffe. Et c'est par cette lésion qu'on va passer le contraste. Alors, finalement, au final, une fois qu'on a apprécié l'étendue en arrière et en avant, on va être en mesure de classer ces lésions. Et la classification utilisée ici, c'est la classification de Philippe Collin. On peut considérer que les lésions qui touchent plus de 2 tendons sont des lésions qui sont des lésions massives de la coiffe des rotateurs. Alors, ces lésions massives, ben, elles peuvent être antéro-supérieures, c'est-à-dire le supraépineux et le subscapularis. Elles peuvent être postéro-supérieures, supraépineux et infraépineux, ou elles peuvent être antéro-postérieures, c'est-à-dire toucher les 3 tendons principaux. À l'extrême, évidemment, on va avoir un aspect comme ça avec une tête complètement chauve, s'il y a une rupture complète de l'ensemble des tendons de la coiffe des rotateurs. Une fois qu'on a précisé, et on arrive presque au bout de cet exposé, une fois qu'on a précisé l'extension sagittale de la rupture, il faudra préciser la qualité des muscles. 2 éléments sont très importants. L'atrophicité, évidemment, c'est-à-dire le volume musculaire, mais surtout la dégénérescence graisseuse. C'est l'élément vraiment important. C'est l'élément qui va entrer en jeu dans la prise en charge thérapeutique. Alors, tout d'abord, la trophicité musculaire. On a 2 méthodes. La méthode de Tomaso qui consiste à évaluer la surface d'occupation du muscle supraépineux. Donc, c'est une mesure qui est faite sur le supraépineux. On prend la coupe en Y de la scapula et on mesure la surface d'occupation du supraépineux par rapport à la surface totale de la fosse supraépineuse. Et on va donc classer l'atrophicité en 3 stades, soit normale ou très légèrement atrophiée si cette surface d'occupation est comprise entre 1 et 0,6, c'est-à-dire plus de 60%. Atrophie modérée si elle est comprise entre 40 et 60%, et atrophie sévère si elle est inférieure à 40% d'occupation, sachant que dans les grades 3, eh bien, c'est là qu'on va retrouver les ruptures massives, c'est-à-dire les ruptures qui touchent au moins 2 tendons. Deuxième méthode, c'est la méthode des tangentes de Zanetti. On trace une tangente qui s'étend entre le bord supérieur du processus coracoïdien et le bord supérieur de l'acromion. Vous tracez cette tangente et soit le muscle dépasse la tangente et le signe est négatif, donc vous considérez qu'il n'y a pas d'atrophie, soit au contraire, il est situé sous la tangente et le signe négatif, vous considérez donc qu'il y a une amyotrophie. La myotrophie et l'involution graisseuse sont évidemment 2 choses totalement différentes. Donc, ce qui est très important, c'est surtout le degré de dégénérescence graisseuse. Et la classification revient à Gouttalier, vous voyez, en 1994. Donc, il avait classé la dégénérescence graisseuse en 5 stades. Les stades 1 et 2 correspondant, 0, 1 et 2 correspondant à pas ou très peu de graisse dans le muscle. En tout cas, ça va jusqu'à une quantité de muscle supérieure à la quantité de graisse. Les stades 3 et 4, qui correspondent cette fois aux ruptures plus importantes, aux ruptures souvent massives, avec atteinte de plus de 2 tendons, correspondent à soit il y a autant de muscles que de graisse, c'est-à-dire que vraiment la graisse commence à prendre le dessus, ou alors plus de graisse que de muscle. Alors, ce sont évidemment ces dégénérescences graisseuses qui sont de moins bons pronostics. Alors, cette dégénérescence graisseuse, vous allez l'apprécier sur les coupes axiales, mais vous allez l'apprécier également sur les coupes sagittales en Y. Voici des muscles normaux en scanner, en arthroscanner, en IRM. Vous voyez que la trophicité et la dégénérescence graisseuse, ben, il n'y en a pas ou peu. Voici ici en scanner ou en arthroscanner une dégénérescence graisseuse vraiment
stade tout à fait modéré. Vous voyez qu'il y a quelques travées graisseuses. Ici, à l'inverse, vous avez des stades 4 avec une dégénérescence complète du muscle infraépineux, une dégénérescence complète que vous retrouvez ici en sagittal et ici sur le supraépineux. Là, on a une dégénérescence graisseuse complète, stade 4 du scapularis et de l'infraépineux, stade 3-4 du supraépineux, et donc une dégénérescence graisseuse assez étendue. Alors, vous pouvez mesurer la dégénérescence graisseuse sur l'ensemble des masses musculaires et donner sur chaque muscle le degré de dégénérescence graisseuse, que je fais en général moi, dans mes comptes rendus. Vous pouvez donner un indice global, c'est-à-dire vous prenez la moyenne des 3 masses musculaires qui vous donne un aspect, un rapport finalement à une vue globale de l'ensemble de la dégénérescence graisseuse. Alors, une fois que vous avez évalué le type de la rupture, la rétraction, la qualité du moignon, l'extension sagittale antéro-postérieure et que vous avez évalué la dégénérescence graisseuse, il reste également quelques éléments à préciser. C'est le centrage de la tête et en particulier le centrage frontal, mais également le centrage axial, puisqu'il n'y a plus de coiffe des rotateurs, donc il peut y avoir une excentration de la tête, et en particulier une excentration supérieure, et plus la tête monte, plus il sera difficile de réduire, la rupture et d'abaisser la tête. Il faudra, voilà ici par exemple, une tête qui commence à monter progressivement sur une rupture de coiffe assez massive. Il faudra préciser l'environnement, la bourse séreuse sous-acromiale, l'articulation acromio-claviculaire, le ligament acromio-coracoïdien, très important. Il faudra, voilà ici, le ligament acromio-coracoïdien, préciser s'il existe une bursite, enfin, tout l'environnement finalement de la coiffe. Il faudra rechercher une omarthrose et rechercher d'éventuels corps étrangers. Ici, une omarthrose centrée, vous voyez, chez ce patient, on peut avoir une rupture de coiffe même importante avec une omarthrose centrée et ici des corps étrangers. Alors, quelques mots sur l'arthro-IRM. Je n'ai pas beaucoup développé. Donc, elle consiste à injecter un produit de contraste, un gadolinium dans la cavité articulaire. Ça va vous permettre de différencier l'épanchement et le produit de contraste que vous avez injecté. Alors, voici par exemple un patient sur une coupe frontale en T2. Vous voyez qu'il a un épanchement dans l'articulation. En tout cas, il a du liquide dans l'articulation en T2 et il a du liquide dans la bourse. Alors, est-ce que ça communique? Est-ce que ça ne communique pas? Donc, on lui a fait une arthro-IRM. Et vous voyez qu'on a l'hypersignal qui est dû au gadolinium en séquence T1. Par contre, on n'a pas d'hypersignal dans la bourse séreuse. Donc, ça ne communiquait pas. C'était juste une petite bursite ici. Ici, vous avez même chose, même style d'examen. Vous avez du liquide dans la cavité articulaire, dans la bourse séreuse. Est-ce que ça communique? Est-ce que ça ne communique pas? Donc, on a injecté dans la cavité articulaire. Vous voyez que le liquide injecté se traduit ici par un hypersignal en T1. Donc, on a une rupture transfixion. Donc, ça vous permet évidemment d'être discriminant. Voici ici une arthro-IRM chez un patient parfaitement normal. Vous voyez, on a des très belles images en arthro-IRM. Voici ici également une arthro-IRM, ici un T2, ici un T1. Vous voyez cette rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs avec l'inondation ici de la bourse séreuse sous-acromiale. Alors, il y a beaucoup d'études, beaucoup de papiers qui sont sortis, qui reprennent qui ont fait des études comparatives entre l'arthroscanner, l'IRM et l'arthro-IRM, en particulier des méta-analyses. Vous voyez ici une méta-analyse sur 1032 épaules, ici 14 000 patients, ici 1100 patients, et globalement, les résultats sont à peu de choses près assez similaires. Et pour ces différentes études, finalement, l'IRM serait un petit peu inférieur à l'arthro-IRM pour les ruptures partielles. L'IRM est à peu près égal à l'arthro-IRM pour les ruptures transfixiantes, et en tout cas, voilà, pour les ruptures transfixiantes, et l'arthroscanner assez proche finalement de l'arthro-IRM. Alors, une dernière diapositive pour finalement reprendre tous ces éléments et comment établir votre compte-rendu. Eh bien, il faudra d'abord décrire les lésions. Est-ce que la rupture est partielle? Est-ce qu'elle est transfixiante? Si elle est partielle, où est-ce qu'elle siège? Est-ce qu'elle est profonde, superficielle, interstitielle? Quelle est son épaisseur dans le tendon?
Dans les ruptures transfixiantes, quel est le degré de rétraction? Quelle est la qualité des berges? Quelle est son extension sagittale en arrière vers l'infraépineux ou vers l'avant, vers le subscapularis et l'intervalle de coiffe? Le long biceps, comment est-il? Est-ce qu'il est tendinopathe, fissuré, luxé, rompu? La qualité des muscles en insistant sur l'amyotrophie. La tête humérale, est-ce qu'elle est centrée dans la glène ou pas? Alors évidemment, le centrage frontal est un peu difficile sur un patient qui est en position couchée, mais enfin quand même, on peut le faire. Est-ce qu'il existe ou pas une arthrose et quel est l'environnement de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire quelle est la forme de l'acromion, l'articulation acromioclaviculaire et le ligament acromio-caracodien. Il faudra faire figurer évidemment tous ces éléments dans votre compte rendu. Voilà, je vous avais mis un cas clinique pour terminer. Je ne sais pas si c'est utile. On peut peut-être s'arrêter là. Il y a pas mal de questions. Peut-être qu'on peut faire les Voilà. questions plutôt. Voilà, on peut peut-être s'arrêter là, effectivement. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie pour cette. Ah bah, c'est toi qu'on remercie. C'était top et les schémas étaient magnifiques. C'est ma petite fille. Salut ma chérie. Tu peux dire bonjour, mais on est en plein cours là. D'accord? Bonjour. Bonjour mon amour. Allez, arrête. Allô. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on peut voir des questions peut-être? Oui, il y a plusieurs questions. Il y en avait pendant le cours. Notamment, il y avait 2 questions que j'ai notées. C'est par rapport à l'utilisation de la séquence T2 FATSAT ou DP FATSAT dans l'IRM. Ah oui, T2 FATSAT. Oui. T2 FATSAT parce que vous savez qu'il y a le problème de l'artefact d'encre magique. Donc, en fonction du champ magnétique, exactement. l'orientation par rapport à l'axe du tendon. Et donc, vous allez vous affranchir de cet artefact cet artefact en T2 et pas en DP. Donc, plutôt T2. Moi, je réalise du T2 en IRM, pas de DP. Tu fais aucun DP, tu fais que du T2, les 3 séquences T2? Ouais, 3 séquences T2. Ouais. D'accord. Okay. Autre question, il y a quelqu'un qui demandait par rapport à l'arthrose scalaire, est-ce que tu fais plusieurs rotations? Non. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait longtemps, mais je ne le fais plus. Je fais vraiment une rotation neutre maintenant. Tu le faisais même pour les lésions de la coiffe? Non, je le faisais surtout pour l'instabilité. Hein. Voilà, même pour l'instabilité, tu ne le fais plus? Non, je ne le fais plus. Moi non plus. Mais là, en rotation neutre. Moi, je fais que du neutre aussi. Mais docteur Poulain, peut-être qu'il veut prendre le micro parce qu'il avait quelque chose d'intéressant. Je vois une question de François Poulain. Bonjour François. Oui. Réalisé systématiquement, voilà. Non, je fais plus qu'une seule rotation. D'abord parce que, comme tu le sais, on est quand même, il y a toujours cette histoire de dose quand même. Donc, il faut limiter la dose. Alors évidemment, c'est encore plus vrai pour les patients qui ont une instabilité de l'épaule, parce que souvent, c'est les patients plus jeunes. Mais malgré tout, je ne trouve pas que ça ait un apport considérable par rapport à toi. Je vois que tu fais pour les images complémentaires. Alors, je trouve que c'est assez débattu dans les plusieurs centres où je suis passé. Ça dépend des médecins complètement. Et en fait, nous, c'est surtout un certain chirurgien, peut-être un peu plus vieille école, mais qui nous demande tout le temps ça. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à le faire régulièrement. Et c'est vrai que moi, j'avais appris un peu plus rotation neutre. Et maintenant, à faire des rotations internes et externes, j'ai l'impression que parfois, j'arrive à voir des lésions que je ne voyais pas sur une rotation parce qu'un tendon plus détendu versus moins détendu. Ouais. C'est quel type de lésion? Est-ce que c'est un type de lésion en particulier ou c'est vrai que c'est des lésions en profonde, infraépineux et subscapulaire. Alors, je préfère à ce moment-là faire un Haber, tu vois. Donc, d'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, pour le coup, j'ai une position à Haber. Quand j'ai un doute, tu vois, sur une petite lésion, il y a un contexte clinique un peu évocateur, je préfère faire un Haber. Tu vois, les images que je t'ai montrées tu vois, ça permet vraiment de détendre le tendon et de favoriser le passage du contraste. D'accord. Bon, j'essaierai. Tu fais le Haber en pratique courante? En pratique, je ne le fais pas tout le temps, non, pas du tout. Ouais. Mais il m'arrive de le faire. Il nous arrive au centre de faire assez. On en fait un peu du Haber. On en fait un peu. Ok, d'accord. Merci. Autre question. Alors, on me pose la question différence. Ça, c'est une question transfixiante et complète. Hein. Transfixiante, je l'ai dit. Ouais, voilà. Transfixiante et complète, transfixiante, c'est toute l'épaisseur. Complète, c'est toute l'étendue. C'est-à-dire que c'est d'avant en arrière. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Il faut faire attention dans vos comptes rendus. Hein. Il y avait une question aussi, je ne sais pas si tu l'as vue.
as donné 2 techniques pour évaluer la trophicité. Laquelle tu utilises en pratique courante? Alors, pour être très franc, c'est plutôt, ça me permet plutôt d'être visuel, plutôt la seconde, plutôt la technique de la tangente. Je crois qu'il m'arrive rarement de mesurer un rapport. Je mesure pas grand-chose en fait. Ouais, la tangente, c'est ça. Ouais. Voilà, je regarde un peu de visu. Voilà, je dis est-ce qu'il y a atrophie ou pas atrophie. C'est assez simple finalement. Et puis finalement, ce qui est quand même le plus important, c'est surtout une atrophie, on peut la récupérer, une dégénérescence. C'est définitif une dégénérescence. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de très mauvais pronostics. C'est surtout la dégénérescence graisseuse qui est important de préciser. Plus de 3, c'est contre-indication chirurgique. Il n'y a pas de traitement chirurgical. 3-4, ça y est, on est vraiment dans les 3-4, c'est une cata. J'ai une question maintenant moi-même à te poser, c'est l'intérêt du critical angle shoulder en pratique courante. Est-ce que tu t'en sers? Moi, je l'utilise parce que c'est un élément, je l'utilise, je le donne assez régulièrement. Tu le donnes dans les comptes rendus? Dans les comptes rendus standards, je le donne assez régulièrement. Ça nous donne une petite orientation. C'est pas non plus un truc complètement formel, mais c'est vrai que j'espère avoir été clair dans mon explication de la physiopathologie, mais c'était pas évident à expliquer ce critical angle shoulder, mais voilà, j'en parle assez volontiers dans les comptes rendus. Alors que je parle moins du Bigliani maintenant. Ok, d'accord. Oui, le Bigliani, on ne l'utilise plus trop. Ouais. Alors après, il y a plein de questions. J'ai du mal à faire le tri là. Peut-être que tu peux regarder. Attends, je vais essayer de voir. Le ligament gléno-huméral supérieur est-il toujours visible en arthroscanner? Oui, quasiment. Ouais, très souvent. Ouais. Il est haut situé. Alors, on le voit tout en haut de l'articulation, puis on le voit effectivement au niveau du long. Parfois, il n'y a pas de contraste. Il n'est pas silhouetté par du contraste, donc on ne le voit pas vraiment. Mais oui, on peut. En tout cas, on sait qu'il y a quelque chose qui soutient le tendon. Après, il y a des questions de terminologie. Ouais. Des insertions versus rupture partielle de rupture de l'insertion. Bon, ça, c'est la même chose. Je regarde un petit peu. Tendinopathie, quelle proportion tendinopathie non fissuraire? Est-ce que Lucas Rivière, parce que je ne comprends pas la question de Lucas Rivière, peut-être il peut la poser lui-même. Non, tu l'as encore, Lucas? Il y a quelqu'un qui a aimé le bonjour à papy. Donc, ouais, moi, c'est bien. Non, il y a une question sur les slaps. Bon, ce n'est pas le sujet du cours, mais je sais que tu es spécialisé là-dedans aussi. C'est pas le sujet du cours, ouais. Est-ce qu'on les voit en imagerie de coupe? Bah oui, sauf la 1, on les voit. Voilà, on les voit tout le temps. Absolument. Les slaps, on les voit sur l'arthroscanner, on les voit toutes les types de slaps, on les voit, bien sûr. Ouais. Alors, il y a une question sur j'avais vu une question sur des insertions, il me semblait. Voilà, des insertions. Des insertions. Alors, pas tout à fait. Des insertions, c'est vraiment la désinsertion du tubercule majeur. Donc, Raphaël Tobou a posé cette question. Rupture partielle, on peut avoir une désinsertion. Ça englobe les désinsertions et disons les délaminations, en tout cas les lésions de la face profonde de la coiffe dans des zones où il n'y a pas d'insertion, si vous voulez. Donc, ça peut désigner aussi des lésions plus proximes. Tendinopathie non fissuraire vs rupture. Ouais, j'ai pas compris cette question. Et en gros, c'est est-ce que la tendinopathie existe? Enfin, non, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, en fait. Utilisez-vous ce terme? Tu poses la question à l'oral? Ouais, vas-y. Oui, moi, je comprends la question. Attendez, non. Proportion Lucas, quelle est la proportion tendinopathie non fissuraire vs rupture? J'aurais du mal à vous répondre, là. Je ne saurais pas vous dire. Lucas? Ouais. Vas-y. Ouais, parce que je trouve souvent on est embêté sur les IRM, on voit des hypersignaux, mais qui ne sont pas assez francs pour. Oui, c'est effectivement. Mais il y a des gens qui disent, certains disent que ça n'existe pas, la tendinopathie. Enfin, c'est quasiment. Tendinopathie, voilà. Ça. Voilà. Certains disent qu'en fait, l'hypersignal, ça n'existe pas. L'hypersignal est un signe de rupture. Ça, c'est certains auteurs. Mais j'ai remarqué qu'en IRM. Ah, David, tu as été interrompu. Mais j'ai remarqué que souvent, j'avais tendance à trop les décrire, justement, à décrire des ruptures et qu'en arthroscanner, elles ne se confirmaient pas. Donc, je pense que c'est quand l'hypersignal est franc, vraiment franc. C'est le problème de l'IRM, on est clair, c'est le problème de l'IRM par rapport versus arthroscanner. En Belgique, Bertrand qui était là
me disait qu'il faisait carrément des T2 sans FATSAT pour voir justement si le signal était vraiment liquidien et confirmer si c'était une tendinopathie ou une rupture. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Il faisait du T2 sans FATSAT en Belgique. Ah Donc, oui, il avait un d'accord. doute. Oui, il y a déjà un comité 2 sans FATSAT, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que, ouais. Alors, attendez, j'essaie de voir s'il y a des Il y a questions. une autre question, c'est est-ce qu'une rupture transfixiante isolée du tendon subscapulaire entraîne une opacification de la BSAD? Euh, Je crois que ça communique inconstamment. ouais, je crois que ça Je crois communique que c'est 70% des cas, moi. Ouais, je J'avais lu crois que ça ça. communique inconstamment. Je pense qu'une rupture de l'intervalle et du subscapulaire, ça va communiquer. Une rupture du subscapulaire, ça communique inconstamment, à mon avis. Moi, j'avais lu 70%, il me semble. Alors, les ruptures isolées du subscapularis, c'est des ruptures qui sont quand même peu fréquentes et c'est des ruptures qui surviennent en général dans un contexte traumatique. Et c'est des ruptures qu'il faut opérer, qu'il faut prendre en charge chirurgicalement. Voilà. Enfin, si, évidemment, elles sont assez, si elles sont significatives. Voilà. Donc, après, ça revient sur l'hypersignal liquidien versus non liquidien. C'est toujours le même problème, hypersignal non liquidien, liquidien. Moi, je pense qu'effectivement, c'est toujours le même problème. Merci aux 3 générations Zetoun. Pas le sujet, mais alors, pas le sujet, les capsulites en IRM. Il y a Elodie. Il est quelle heure, là, David? Il est quelle heure, David? Il est 11, midi et demi quasiment. Mais a priori, j'ai demandé à Elodie, elle va faire un topo dessus, je pense. D'accord. Donc, a priori, la semaine prochaine ou dans 15 jours, elle va faire un topo dessus. D'accord. Voilà. Intégré. Alors, on parlait évidemment de l'échographie, mais l'échographie, évidemment, ça a un rôle essentiel, l'échographie dans la coiffe, mais ce n'était pas le sujet du cours, donc j'en ai pas parlé. Déjà que c'était un petit peu long, donc je n'ai pas mis, mais l'échographie, évidemment, est très importante. Est-ce que la rupture du subscapularis entraîne systématiquement la luxation de l'ombiceps? La réponse est non. On peut avoir des ruptures du subscapularis partielles qui n'entraînent pas de luxation du lombiceps. Et la luxation du lombiceps, d'ailleurs, on peut avoir des luxations du lombiceps qui passent d'ailleurs au-dessus du subscapularis. Le lombiceps, il est vraiment maintenu par les ligaments, dont le ligament huméral transverse, le ligament coracohuméral. Dans quel plan privilégier le T1? Moi, je préfère le sagittal, parce que j'ai l'image en Y. Quand j'ai un peu de temps, je fais les 2 plans, mais si je n'ai pas de temps, je fais le sagittal. Sagittal T1 pour analyser les masses musculaires. Quel produit injectons en arthro-IRM? C'est un gadolinium spécial. C'est un gadolinium avec une concentration spéciale. Donc, je T'en fais beaucoup? T'en fais beaucoup des arthro-IRM? On en fait quelques-unes, pas énormément, mais on en fait quelques-unes. Arthro-IRM ou du magnéviste, mais du magnéviste articulation, avec une concentration particulière. Je reprends le fil de conversation. Voilà. Alors, technique arthroscanner, est-ce que vous piquez au scanner? Piquer au scanner, vous en pensez quoi? Cliniquement, comment? Cliniquement, c'est un peu dur quand même au scanner de piquer. On peut le faire en piquant éventuellement en palpant la coracoïde et en piquant. C'est plus difficile, mais on peut aussi piquer au scanner avec un écran. On a un écran au scanner. Personnellement, on a la salle de radio à côté, donc je préfère qu'il soit piqué en radio. Puis c'est vrai que ça prend du temps à le piquer au scanner. Il y avait une question sur l'acquisition. Si tu fais qu'une seule rotation, pourquoi tu ne la fais pas en externe modéré, ce qui permettrait d'allonger le labrum antérieur et d'approcher la chambre antérieure? Je la fais en réalité rotation externe entre les deux. Je demande une très légère rotation externe pour étendre un petit peu le supraépineux, pour tirer un peu sur le labrum. Mais là, on sort du sujet, on sort du cadre de la coiffe. En tout cas, j'évite la rotation interne, parce que la rotation interne, c'est des fois, parfois les manipulateurs peuvent avoir tendance à placer chez les gens qui ont du mal à se positionner. Mais vraiment, il faut que ça soit vraiment au minimum rotation neutre, voire une très légère rotation externe. Excusez-moi. Alors, la 3D sur la 3D T2. Moi, il y a quelqu'un qui a pris la parole, je crois. Ah oui, pardon. Moi, j'ai une question par rapport au double pansement. Comment ça s'explique le double pansement dans les ruptures? Et est-ce que pour s'affranchir d'une différence entre tendinopathie et rupture, quelle est la place du double pansement?
Alors, je suis désolé, j'ai rien. En gros, est-ce que le double épanchement, enfin, si j'ai bien compris, est-ce que le double épanchement est un signe spécifique de rupture? Voilà, en gros. Alors, je vous ai montré la preuve que non, puisque je vous ai montré un cas de double épanchement tout à l'heure où il n'y avait pas de rupture. Mais c'est vrai que c'est un signe très évocateur. Maintenant, dire que c'est pathognomonique, c'est pas absolument certain. On peut avoir une bursite, on peut avoir un petit épanchement gléno-huméral. Après, quelle est la limite de l'épanchement? Voilà, quelle est l'importance de l'épanchement, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit un signe pathognomonique. C'est un signe très évocateur. Et le 3DT2, qu'est-ce que tu en penses alors? Les 3D, alors nous, on fait un peu de 3D lorsqu'on fait du 3D lorsqu'on fait de l'arthro-IRM. Je ne suis pas très convaincu par le 3D. Je pense que Jérémy Guéniche peut nous dire son expérience là-dessus, peut-être. Vas-y, Jérémy, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, en fait, j'ai essayé d'en faire un petit peu avec des machines pas trop mal, mais j'ai eu toujours des très mauvais résultats. Voilà. C'est vraiment où j'ai trouvé qu'on pouvait vraiment décrire des choses pas mal. Et sur l'épaule, j'ai jamais réussi, mais je me dis que dans l'idée, ça pourrait donner quelque chose de bien, des fois, quand l'épaisseur de coupe. Peut-être que les séquences ne sont pas encore au point. Ouais. Les séquences doivent pas Voilà, je pense que les séquences ne sont pas encore topissimes, mais je pense effectivement que ça pourra être bien. Le problème, c'est que je suis un peu comme toi. Je suis toujours un tout petit peu déçu par les séquences 3D. Quand on fait des arthro-IRM, notamment, on fait systématiquement un 3D et des fois, je ne les regarde même pas, quoi. Donc, moi, je trouve qu'elles ne sont pas terribles. Allez, une dernière question pour la route, peut-être. Salut Jérémy, merci à toi. Dans quelle indication quand est-ce que tu fais un arthro-IRM par rapport à l'arthroscanner? C'est quoi l'indication de l'arthro-IRM? Pour être très franc, ce n'est pas totalement moi qui décide, hein, c'est les chirurgiens qui vont décider si on fait de l'arthro-IRM ou de l'arthroscanner. Personnellement, moi, je préfère un peu plus arthroscanner que arthro-IRM. Ça n'a pas d'intérêt particulier. La proportion d'arthroscanner. Alors, si, bien sûr, ça a un intérêt particulier. L'intérêt particulier, c'est qu'on n'irradie pas, déjà, pour commencer. Oui, ensuite, on injecte du gadolinium et pas du contraste. Alors, nous, on injecte souvent les deux. Pour la résolution de l'image, est-ce qu'elle est meilleure, la résolution de l'image en IRM qu'en arthro-IRM qu'en arthroscanner? Quelle information sur l'image en plus tu as? Les ruptures partielles, les ruptures interstitielles, les ruptures partielles, c'est tout. Après, tous les éléments, si c'est une rupture transfixiante ou si c'est une rupture de la phase profonde, on a tout sur l'arthroscanner. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, moi, je préfère l'arthroscanner. Notre proportion d'arthroscanner par rapport à l'arthro-IRM au cabinet, c'est 1 pour 100 peut-être. Hein. Donc, voilà, ça n'a aucune commune mesure. Et les clichés d'arthrographie, on les regarde. Voilà une très bonne question. Oui, bien sûr qu'on les regarde. Bien sûr qu'on les regarde. Maintenant, est-ce qu'il est indispensable de les faire? Je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne suis pas absolument certain que ça soit vraiment indispensable. D'ailleurs, on les réduit, nous, encore une fois, toujours dans un souci d'irradiation, on les réduit au strict minimum. Mais voilà, on les fait. On en fait quelques-uns au moins. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a à peu près tout, très honnêtement, on a à peu près tout sur l'arthroscanner. Peut-être sur une vue globale de la glène, une vue globale quand même. On parle de la coiffe, hein, on est bien d'accord. On ne parle pas de l'instabilité. Hein. Sur une vue globale, sur l'ascension de la tête, sur la vue de l'articulation acromioclaviculaire, sur un certain nombre de points quand même, oui, on va les regarder. On vous injecte le contraste un tiers supérieur de l'articulation ou à l'inverse en scopie. Ah, ça c'est sur la technique alors de ponction. Il y a plusieurs techniques de ponction, après chacun sa technique. Il y a plusieurs techniques de ponction. Jusqu'à il y a très peu de temps, j'ai injecté au bord inférieur. C'est-à-dire disons, je mettais mon aiguille à peu près
Je vais vous montrer sur une épaule, hein, ça va être plus simple. C'est jonction, jonction, ouais, ça tire inf. Ouais, voilà. Jusqu'à un certain temps, je piquais là. Et alors maintenant, pas du tout. Je pique là. Donc, vraiment, je pique tout en haut de l'articulation. Et c'est d'une simplicité. Dès que je rentre en contact avec la tête, en général, je suis dans l'articulation. Donc je pique maintenant au tiers supérieur de l'articulation. Ok. Voilà. Je ne sais pas comment retrouver l'écran. Mais... Il y a une dernière question, allez, après je pense qu'on peut s'arrêter. C'est la fréquence des ruptures isolées de l'infraépineux. Alors, les ruptures, elles siègent en général, c'est le supraépineux en général. C'est le supraépineux ou la jonction. Rupture isolée de l'infraépineux, il y en a, hein, évidemment, il y en a. Elles ne sont pas hyper fréquentes. En général, c'est vraiment le supraépineux. Ça démarre sur le supraépineux ou sur la jonction et ça s'étend ensuite. Pour vous dire la fréquence, je ne pourrais pas répondre à une fréquence, je ne pourrais pas vous donner un chiffre. Hein. J'en ai pas la moindre idée. Mais voilà, en gros, il faut retenir que c'est quand même le supraépineux. Voilà, je ne sais pas si… Non, il y a encore beaucoup de merci, mais je pense que c'est bon. Il y a encore quelqu'un qui te reparle de l'IRM. Ah non, l'IRM versus arthroscanner. Quelle proportion tu fais pas l'arthro-IRM, l'IRM. Alors, on est en proportion, je dirais, je peux vous répondre sur ce qu'on fait à peu près au cabinet. Hein, on est en proportion assez équivalente en fait. On fait beaucoup d'IRM, on fait encore beaucoup d'arthroscanner, très honnêtement. On est très arthroscan. Hein. Donc, mais voilà, en proportion, on est à peu près équivalent, je dirais. Après, c'est d'autres. C'est parce que vous avez une activité très spécialisée aussi, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit équivalent arthroscanner versus arthro-IRM. Oui, je ne sais pas. Certains peuvent donner votre… Parce que vous avez beaucoup d'orthopédistes qui vous adressent et qui vous demandent des arthroscanners. Oui, c'est-à-dire que nous, on travaille avec beaucoup d'orthopédistes. Les orthopédistes, ils aiment bien voir le passage de contraste. Donc, ils aiment bien s'assurer que la rupture est transfixiante. Mais même les orthopédistes les plus convaincus, certains que je pensais totalement… fixé à l'arthroscanner, me demande maintenant un petit peu d'IRM, mais voilà, globalement, il y a une proportion à peu près équivalente chez nous. Ouais, j'ai envie de répondre. Ouais, moi, j'ai envie de répondre oui à cette question de Samy. Est-ce que dire l'arthroscanner est le gold standard? Ça dépend parce que si on n'a pas de rupture de la phase profonde, il va être normal l'arthroscanner. Voilà. Souvent, ça vient d'ailleurs, ces examens viennent après des clichés standards, après une échographie. Parfois, on a quand même une première impression. Il est évident que si on suspecte une rupture superficielle, on va aller directement à l'IRM. Mais malgré tout, on fait un peu les deux. Nous, on préfère personnellement, je préfère un peu l'arthroscan. Est-ce que vous faites systématiquement une infiltration cortisonnée? Question de Marie-Ève. Au coût de l'arthroscanner, la réponse est non. On ne fait pas systématiquement une infiltration de cortisone. D'abord, les chirurgiens n'en veulent pas. Il y a même des chirurgiens qui nous précisent sur le compte rendu: merci de ne pas faire d'infiltration cortisonnée pour ne pas gêner une chirurgie éventuelle, parce qu'ils n'aiment pas aller opérer après une infiltration. Est-ce que tu pourrais… Alors, on va finir avec une dernière question. Est-ce que tu serais d'accord pour faire un cours sur les atteintes labrales? Oui, bien sûr. Voilà. Rendez-vous pris. Absolument. On m'a demandé 2 cours, j'ai vu. Un cours sur les atteintes labrales et cours sur les instabilités. Alors, je pense que… tu sais pareil. Non, les instabilités… le poignet, ouais. Idan fait un cours mardi prochain sur TFCC, sur les lésions ligamentaires du poignet. Voilà. Donc, c'est bon. Vous aurez… Bonjour. J'ai une petite question, désolée. Excellente présentation, monsieur. Merci beaucoup. Vous faites une IRM où vous avez un aspect épaissi du sus épineux et on n'arrive pas à trancher entre une rupture ou une tendinopathie fissurante, c'est-à-dire le signal, il n'est pas franchement en hyper T2. Est-ce qu'il faut compléter par un arthroscan? C'est des patients qui ont eu des échographies. Nous, c'est un peu l'accès à l'arthroscan, il est un peu difficile. C'est une petite question de Marrakech. Oui, bonjour Marrakech. Voilà. Il va faire beau là-bas, non? Ici aussi en ce moment. Écoutez, c'est une question qu'on a déjà abordée tout à l'heure. La difficulté de la tendinopathie. D'abord, est-ce que l'hypersignal tendineux peut traduire une tendinopathie simple? Est-ce
on peut répondre tendinopathie simple déjà, première question. Et est-ce que ça peut être un signe de rupture? C'est très difficile, une question très très difficile et c'est un peu la limite de l'arthroscanner, de la limite pardon, de l'IRM. Et c'est pour ça que je vous ai dit d'ailleurs dans la présentation qu'il y avait des cas difficiles. Je vous ai dit aussi que l'arthroscanner était un petit peu plus sensible pour les petites ruptures partielles de la face profonde. Et c'est aussi pour ça que je préfère, à titre individuel, l'arthroscanner. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire un examen et de dire il y a un hypersignal, je ne sais pas si c'est rompu. Après, est-ce que si vous avez une toute petite rupture interstitielle, mais vraiment toute petite, ou une petite rupture de la face profonde, encore une fois toute petite, voire même de la face superficielle, est-ce que ça va modifier le traitement? C'est pas sûr. Justement. C'est pas sûr que ça modifie le traitement. Donc, voilà, je pense que vraiment les chirurgiens opèrent les ruptures de la face superficielle lorsqu'elles atteignent une certaine épaisseur. Et donc, ils ne vont pas aller opérer toutes les micro-ruptures de la face superficielle, de la face profonde. Donc, je ne pense pas que ça soit déterminant finalement dans la prise en charge ensuite. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. On va s'arrêter là, je pense. Voilà. Ah oui, on nous dit bienvenue à Marrakech après le confinement. On va peut-être s'arrêter sur cette note optimiste. Donc, un cours sur les instabilités d'épaule. Un cours sur les lésions labrales la prochaine fois. On verra quand. On va trouver un créneau. D'accord, avec plaisir. Allez, avec plaisir. Bonne journée à tous. Merci encore. Merci encore, Frédéric. Au revoir. Au revoir.